Alors, bonjour à tous, un nouveau podcast sur Optimize Body aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on reçoit comme invité Philippe Roy. Donc, laisse-nous en fait, commence par te présenter, ensuite on va embarquer dans le vif du sujet. Yes, ben merci beaucoup pour l'invitation et de m'avoir laissé embarquer sur votre podcast. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Philippe Roy. Je suis kinésiologue officiellement depuis 2019. J'ai gradué à l'UQAM. Donc, kinésiologue, posturologue, naturopathe. Donc, ça commence à en faire pas mal. Ouais. Je termine également là, ma maîtrise en kinésiologie, donc sur la performance au hockey, plus précisément. À cause du COVID, on a eu un petit peu de retard là, avec mes tests, mais là, je passe mes tests officiellement la semaine prochaine. Fait que tout va bien aller. Je vais pouvoir finir ma maîtrise à temps. Donc, je devrais la terminer au courant de l'été. Donc, je vais être maître officiellement d'ici la fin de l'été en performance au hockey. Donc, vite, mon projet, je regarde la force de préhension, l'impact que ça peut avoir avec tout ce qui touche le maniement du bâton au hockey. Donc, que ce soit la précision des lancers, que ce soit la vélocité des lancers, que ce soit le maniement statique ou dynamique, donc en mouvement, donc maniement du bâton. Donc, je regarde pas mal ça, voir l'impact que la force de préhension peut avoir. Il y a quelques études qui montrent des trucs, mais rien de précis. Donc, je vais essayer de pousser ça un peu plus loin. Puis par la suite, ben là, j'aimerais ça poursuivre. En fait, j'aimerais ça, c'est dans les plans, poursuivre au doctorat. Donc, pousser ça encore plus loin, une autre 4 années d'école. Ah On retourne un peu au secondaire quasiment. Hein? Fait que, en plus le fun. Mais fait que mon doctorat qui va toucher un petit peu plus, peut-être un peu la continuité de ma maîtrise, mais aussi toucher tout ce qui est pliométrie, Reactive Strain Index, donc tout ce qui est justement un peu plus axé sur la pliométrie, puis des relations sur la vélocité, la vitesse sur glace, en fait, vitesse-accélération. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour ma présentation, là, rien de très exceptionnel là, de ce côté-là. Ben, c'est déjà pas pire quand même. Dans le fond, toi, tu coaches-tu au hockey? J'ai commencé à coacher au hockey, ça c'est assez. Bon, je ne veux pas vrai. J'ai commencé à coacher, mais j'ai commencé cette année. Donc, je coachais, j'avais une équipe avec justement Hugo, qui était mon assistant coach là, niveau Bantam 2A à Laval. Puis, dû aux circonstances, on n'a pas eu une énorme saison. On a eu le temps de faire 4 games, puis 2-3 semaines de pratique environ, puis ça s'est coupé là. Mais c'est dans mes plans, là, mes objectifs d'aller au moins faire une saison complète, voir, goûter un peu c'est quoi. J'ai joué au hockey pendant 15 ans, niveau élite. En Abitibi, je viens de là. J'ai trippé jouer au hockey. J'ai tout le temps voulu redonner. Donc, c'est un peu pour ça mon choix de métier également. Puis, pourquoi je me spécialise un peu plus la performance au hockey. Mais j'aimerais ça goûter vraiment au poste d'entraîneur sur glace et pas juste entraîneur hors glace. Donc, c'est sûr que c'est ça. J'ai commencé à coacher, mais ça n'a pas été très élégant, disons, à cause du COVID là, cette année. Non, c'est sûr. Puis dans le fond, toi, ton but plus avec la maîtrise puis le doctorat que tu diriges plus vers ça, ça serait plus le côté recherche que le côté pratique sur le terrain? Non, c'est moi, ma maîtrise, je la fais, c'est une maîtrise en recherche, donc je dois avoir mon thème, comme j'ai expliqué tantôt. Ensuite de ça, c'est que je vais faire mes tests. Ouais. Puis ensuite de ça, je dois écrire, puis analyser, puis tout ça. Okay. Le côté que je déteste, puis que je suis vraiment pas bon. Donc, je suis quelqu'un de terrain, puis on va le voir un peu dans la façon que je parle. Une chose drôle, là, c'est pour continuer ta maîtrise, tu dois faire une présentation de ton projet, puis tes tests, tous ces trucs-là, devant un comité, devant des professeurs universitaires, puis qu'eux doivent approuver ton projet. Puis le commentaire le moins bien perçu, disons, du comité, c'était de la façon que je parlais, puis je m'exprimais, de la façon que j'écris aussi. J'écris comme un gars de terrain, puis je parle comme ça aussi. Fait que, eux sont un peu plus, disons, des termes scientifiques, des structures de phrases, c'est tout le temps semblable. Puis moi, ça va à gauche, puis à droite. Puis, c'est comme un docteur qui est comme un coach. C'est ça. Fait que, le côté, oui, je m'en vais faire une maîtrise, un doctorat, mais ça va être beaucoup pour tout ce qui est le côté pratique, plus que ce qui est
écriture et ces trucs-là, là, ça, je déteste pour mourir, puis je suis vraiment pas bon. Fait que c'est une des raisons pourquoi je déteste ça. Mais tout ce qui est analyser des données, tout ce qui est prendre des données, mesurer, je trippe, faire des évaluations, je trippe, là, je passe, comme l'été passé, on a passé environ une vingtaine de joueurs, des tests sur glace, hors glace, puis ensuite de analyser, puis ça, c'est vraiment ce qui me fait tripper. Mais c'est ça. Fait que, je ne continue pas au doctorat, disons, parce que je sais que je dois écrire une thèse de 300-400 pages. J'essaie de ne pas y penser, en fait, parce que sinon, ça ne me donne pas le goût, mais c'est ça, ça fait partie des trucs. Puis, tu sais, ça donne beaucoup d'opportunités aussi de présenter des sujets, côtoyer des différentes personnes, des sommités mondiales. Tu donnais une petite idée, l'année passée, à cause du COVID encore, ça a été annulé, mais j'étais supposé aller à San Francisco présenter des données dans un congrès scientifique que j'ai obtenu avec des joueurs sur glace et tout. Donc, ça a été annulé. Cette année, ça a été encore annulé. J'étais supposé aller à Washington pour présenter ça aussi, d'autres mesures, d'autres données. Fait que, tu sais, c'est des expériences qui est plus terrain pour apprendre à connaître les gens, augmenter ton réseau de contacts et tout. Fait que c'est sûr que c'est plus pour ce côté-là, disons, que je vais faire ça, c'est chercher une certaine notoriété aussi, puis être spécialiste dans un domaine. Mais c'est ça, en gros. C'est sûr que ça donne une certaine crédibilité de dire que tu as fait une maîtrise et un doctorat. Ben, tu sais, c'est sûr que oui, après ça, des fois, ça ne veut absolument rien dire. Là, puis là, je vais être 100% transparent. Là, mon bac en kin, là, c'est pas ça. Ben, tu sais, j'ai le diplôme, j'ai le petit papier, mais c'est pas mal, c'est pas mal rien que ça. C'est plus, je dirais, mes stages où est-ce que j'ai choisi de les faire, mes 1000, parce que là, je suis rendu un peu plus que 1000 heures de formation continue de fait. Donc, c'est plus ces trucs-là qui me permettent aujourd'hui d'avoir la spécialisation pas mal que j'ai, puis le knowledge que le bac en kin. Je vais tout le temps le recommander parce que c'est quand même une base qui est extrêmement solide, mais le point faible, c'est un peu les liens entre le côté théorique qu'on apprend et le côté pratique. Donc c'est ça. C'est super bon. Puis, comme toi, je pense qu'en fait, la formation continue, c'est vraiment un must à avoir en fait, quand tu vas être un spécialiste puis tu veux performer dans ton domaine. Parce que... Ben oui, ben 100%. C'est un domaine qui change extrêmement rapidement, qui a tout le temps des nouveaux trucs qui sortent. Fait qu'il faut tout le temps être à l'affût un peu des nouveautés. Puis c'est un peu aussi ce que la maîtrise puis le doctorat, les études au cycle supérieur permettent. C'est que tu es un peu laissé à toi-même de faire tes propres recherches, de lire des articles scientifiques, d'être dans le bain. Puis, oui, les articles, c'est super beau. Des fois c'est à prendre et à laisser. Fait que, le gros plus là-dedans aussi, je dirais l'erreur la plus commune que je vois, c'est que des fois, puis je ne nommerai pas de nom, là, mais des fois, il y a je vois des entraîneurs, des kin ou peu importe, qui vont faire des résumés d'articles. Ah, mon Dieu, la nouvelle affaire, c'est ça. Mais ils ne savent pas comment lire, puis comment comprendre, puis comment analyser un article scientifique. Que souvent, ce qui arrive, c'est que pour arriver à des conclusions, disons, il faut quand même que tu dois mettre des variables que tu dois fixer, puis tu dois en enlever d'autres, puis tu dois des fois pas prendre en considération certains trucs, des fois tu les intègres, ces trucs-là. Fait que c'est des trucs que des fois le monde ne vont pas prendre en compte, puis ils vont juste s'attarder au titre, puis des fois à l'abstract, parce que souvent, des articles, on n'a pas tout le temps accès à l'article au complet, on a juste accès un peu au résumé. Puis dans le résumé, ben, souvent, ça ne veut absolument rien dire. Il faut voir la méthodologie qu'ils ont utilisée versus l'analyse qu'ils ont faite. Des fois, ils n'utilisent même pas les bonnes analyses scientifiques, les bonnes analyses statistiques, pour mesurer qu'est-ce qu'ils veulent mesurer. Fait que là, en partant, peu importe les mesures qu'ils vont dire en conclusion, des fois, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas c'est plus rare ça arrive parce que c'est quand même bien révisé les articles par d'autres personnes, d'autres chercheurs, mais des fois, ça arrive. Fait que juste c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, si on prend juste un exemple de même, les études qui ont été faites, par exemple, sur les protéines. Ben, souvent, les sujets que tu lisais pour faire les tests, c'était même pas des gens qui s'entraînaient. Fait que, après ça, les gens se fient à ces études-là, mais comme finalement, les sujets qui ont été utilisés pour l'étude ne sont même pas les bons. Ouais. Les gens se fient. Fait que, c'est ça. Puis, des fois, il peut y avoir des affaires, justement, ils prennent un certain groupe d'âge, un certain groupe d'individus.
Puis là, ben là, le monde va extrapoler, ils vont dire que c'est bon pour tout le monde, mais qui ont fait des tests juste sur. Après ça, c'est ça. Des fois, c'est sur 10 personnes, des fois, c'est sur 100, des fois, c'est sur 1000. Ça aussi, il faut. Fait que, tu sais, des fois, c'est des trucs, justement, là, c'est l'erreur que je vois le plus souvent, là, que les gens, ils vont juste s'attarder, disons, au titre ou au résumé sans analyser l'article en tant que tel, puis la recherche qui a été faite. Ouais. Nice. Super, c'est bon au niveau de ton background. On voit que tu es en constante évolution et que ça te tient à cœur de continuer à te former. Ça, c'est cool. Si on part dans le vif du sujet, aujourd'hui, on voulait parler un peu de c'est quoi la définition d'un déséquilibre musculaire, puis qu'est-ce que, en fait, un déséquilibre musculaire peut avoir comme impact sur ton corps, tes performances, par exemple, même ton apparence, dans certains cas. Si on parle un petit peu, nous, on est un peu plus axé dans le bodybuilding. C'est sûr que ça peut avoir des impacts là-dedans, puis qu'on devrait s'entendre un peu ton sujet. Je pensais qu'on allait juste parler de ma maîtrise, puis c'est parti pour ça. Mais, tu sais, définition d'un déséquilibre musculaire, souvent, on va souvent entendre parler déséquilibre musculaire, tu as un muscle tendu plus que l'autre. Tu as besoin de l'étirer, blab. Puis ça continue comme ça. C'est pas mal la définition qu'on voit généralement. La définition que j'aime y donner à un déséquilibre musculaire, je dirais que c'est pas mal que tout part du système nerveux. En partant, toute part de ton système nerveux, c'est lui qui va tout contrôler dans ton corps. Il va donner l'accès, il va inhiber, activer certains muscles, ces trucs-là. Donc, toute part du système nerveux. Fait que les déséquilibres musculaires, je dirais que ça provient directement d'une faille de notre système nerveux, puis qui provient généralement de. Là, je dis principalement parce que c'est pas mal tout ce que je vois. Là, je dirais 8-9 personnes sur 10, c'est ça qui arrive quand ils ont des déséquilibres. Ça provient du système sensorimoteur. Donc, qui comprend tout le système tactile, le système proprioceptif puis le système vestibulaire, qui est les 3 systèmes de base de notre système nerveux central. Donc, à partir de là, ces 3 systèmes-là, généralement, on les acquit, on les développe entre 0 à 1 an. Donc, ça se fait très rapidement, mais chez beaucoup de personnes, ce n'est pas acquis parfaitement à 100%, disons. Donc là, ça a des répercussions sur le reste. Puis, justement, exemple, bodybuilding, entraînement, activité générale, sport, même apprentissage à l'école, c'est dans le top de la pyramide. C'est en haut, en haut, en haut. Fait que si tu n'as pas la base de ta pyramide bien développée, comment est-ce qu'on veut aller chercher le haut de façon optimale? Fait que là, je dirais que ça part généralement de là. Oui, après ça, il peut y avoir des causes là, de déséquilibre, comme des fois des traumatismes. On se brise des os, on se déchire des ligaments, des tendons, des cycles. Là, ça cause d'autres problèmes. Mais généralement, tout provient quand même du système nerveux de base. Fait que, comme cause, comme je dis, il y a des traumatismes, il y a les cicatrices aussi, qui proviennent souvent de traumatismes, viennent créer des blocages du système nerveux qui peuvent venir créer des déséquilibres musculaires et posturales. Ou posturaux. Des fois, bon, mon français est ordinaire, mais c'est ça. Puis, ça vient généralement de là. Puis, comme je dis, ça se développe de 0 à 1 an. Fait que tout ce qui est intégration de réflexes primitifs, ben, c'est des trucs. Normalement, on devrait commencer à ramper, marcher à 4 pattes, commencer à marcher, courir. Généralement. Mais beaucoup de personnes. Puis, des fois, on entend des parents se vanter de ça. Ah, moi, mon enfant, il a commencé à courir direct. Il n'a même pas rampé, tout de suite à 4 pattes, puis il commence à marcher. Bien, ça, c'est pas vraiment un succès dans tout ça parce que on saute des étapes de notre développement. Tu sais, quand on rampe, ben, on apprend à pousser avec notre grand orteil, propulser, développer la chaîne postérieure, ainsi de suite. Quand on commence à marcher à 4 pattes, on commence à généralement, tranquillement pas vite, développer la chaîne postérieure aussi pour commencer à contrer la gravité, avoir tout ce qui est coordination main-œil quand on avance, coordination entre le haut et le bas du corps, tout ce qui est chaîne latérale, puis là, j'en passe. Mais ça a toutes des étapes du développement moteur qu'on doit acquérir généralement entre 0 à 1 an pour ensuite passer à marcher, intégrer la posture debout, puis que ça part. Fait que c'est pour ça que je dis que tout part généralement de là.
c'est des causes qui sont généralement... C'est eux que je vois le plus souvent. Puis là, récemment, avec ma formation de posturologie, on apprend qu'en fait, il y a 2 capteurs principaux qui dictent un peu la posture, qui vient gérer, si je peux dire, tout ça, qui sont les yeux et les pieds. Donc, c'est les 2 capteurs qui gèrent principalement la posture. Donc, ce qu'on a vu, puis ça, c'est une analogie de Matt Boulay que j'adore énormément, la personne, mais aussi l'analogie, qui est par rapport à un auto. Tu sais, notre corps est comme un auto, est comme un char. Bon, oui, côté qu'est-ce qu'on lui donne, si on lui donne de la bonne nutrition qui vaut un peu à ce qu'on lui donne du super en essence ou de l'ordinaire, mais aussi en termes de posture, où est-ce que les pieds équivaut environ aux pneus. Okay. Donc, si on a des pneus qui sont dégonflés, on risque de se rendre de point A au point B, puis du point B au point C, puis ainsi de suite. Mais à un moment donné, peut-être que ça va lâcher ou on va brûler beaucoup plus de gaz, on va brûler beaucoup plus d'énergie, puis c'est vraiment pas optimal, puis c'est pas bon pour la récupération, tu sais. La récupération, pas de l'auto, mais de la personne. Donc, c'est pas l'idéal d'avoir des pieds défectueux, mal équilibrés. Puis, au niveau des yeux, qui vont un petit peu plus à la direction de l'auto. Donc, si on a des yeux qui ne vont pas travailler ensemble ou qui ont qui a des muscles plus tendus de l'œil et qui ne permettent pas de travailler ensemble, ce que ça va faire, c'est que c'est un peu comme la direction d'un auto. Donc, tu sais, des fois, il y a des autos qui vont tout le temps tendre vers la gauche ou vers la droite. Puis là, ça se corrige. On ajuste, mais ça coûte de l'énergie, ça, là, à ajuster de même. Non plus, tu fais juste patcher le bobo. Exactement. Puis, ce que ça fait, c'est que de un, on brûle beaucoup plus d'énergie qu'on est supposé. De 2, on a le déséquilibre parce qu'on le corrige, fait qu'on s'adapte, puis on s'auto-corrige. Puis, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, ça va peut-être causer que tes pneus, ils ne s'usent pas égal. Quand tu breaks, tes breaks, ça ne marche pas bien. À un moment donné, la direction, là, lâche. Paf! Puis là, c'est là qu'à un moment donné, les blessures surviennent. C'est qu'à force de tout le temps compenser, tout le temps rééquilibrer, là je dis rééquilibrer, mais c'est 0 équilibre, mais c'est à force de tout le temps faire ça que là, les blessures arrivent, puis que là, ça l'empire, puis que ça vient briser à d'autres places. Tu sais, souvent, je vois des personnes en évaluation en posturo qui me disent ça vient, je sais, c'est mon haut du dos, c'est mon cou, c'est ci, c'est ça. J'ai le cou tendu, puis là, on corrige les yeux. Je dis on corrige les yeux, on travaille les yeux et tout ça. Puis, directement là, OK, il n'y a plus de douleur au cou et tout ça, c'est un peu c'est ça. Ça ne venait pas de ton cou, ça venait d'ailleurs. Puis, c'est que il y a beaucoup de nerfs crâniens reliés aux yeux, puis reliés à tout ce qui est cou, épaule, haut du dos. Donc, en travaillant les yeux, en les corrigeant, si on peut dire, pour qu'ils travaillent ensemble, ça fait qu'on vient on facilite le travail de tout le reste qui sont reliés à tout ça. Fait que c'est un peu la même chose pour les pieds. Si on se met des souliers avec des semelles d'épaisse, puis déjà des curves dans la semelle en tant que telle du soulier, on vient zéro aider tout ce qui est sensibilité du pied. Normalement, notre pied, puis ça, c'est beaucoup d'études faites par si je me souviens bien, là, c'est Fitzpatrick, puis libre à eux d'aller voir, là, mais Fitzpatrick, puis je pense que c'est McCloskey, quelque chose comme ça, mais je corrigerai rendu là. Mais eux, ils ont fait beaucoup de travail justement sur tout ce qui est pied et yeux pour les impacts sur la posture, puis ils se sont rendus compte que le pied est très réceptif à tout ce qui est sensibilité quand on a une certaine onde dans le pied, puis l'onde, c'est à 80 Hz environ. Si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais 80 Hz. Puis, tout ce que ça fait, c'est que plus qu'on va mettre de l'épaisseur dans les semelles, ça prend seulement une épaisseur de 2 mm pour venir créer un impact de désensibilisation en termes de dessous du pied. Donc, 2 mm, là, c'est vraiment mince, là. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est justement, ça vient tout désensibiliser le pied. Fait que là, ton pied ne capte plus la bonne chose et là, ça vient dérégler tout le reste en montant. Fait que c'est pour ça que la posture est généralement gérée par les yeux et les pieds
qui sont 2 capteurs complètement à l'extrémité du corps, fait que les deux connectent ensemble. Mais c'est ça. Fait que je dirais que, pour revenir sur les causes d'un déséquilibre postural et un déséquilibre musculaire, ça peut provenir de dérèglement d'un de ces 2 capteurs-là. Puis, si je pousse encore un peu plus loin ma loc, je dirais aussi qu'il y a des... Bon, là, il y en a qui ne vous m'aimeront pas avec ça que je vais dire, là, puis je vais peut-être me faire critiquer, mais bon, pas grave. Dans les pays industrialisés, tu sais, exemple comme Canada, États-Unis, versus les pays moins industrialisés, souvent, il va commencer de plus en plus à avoir plus de problèmes posturaux, déséquilibres musculaires, ces trucs-là, parce que, généralement, tu sais, si on prend l'exemple des jouets, ou même, là, on revenait vite sur les souliers, on est tout content d'acheter des Nike ou d'acheter des whatever à nos enfants. Là. C'est vrai que c'est beau, c'est mignon. Là. Mais c'est déjà qu'une semelle hyper épaisse, c'est déjà... Le soulier est très dur. L'enfant ne peut pas tout capter l'information puis bien se développer si on lui donne déjà des béquilles en partant. T'sais. Donc, pour parler des souliers, si on parle des jouets, les fameux jouets, c'est comme un style de marchette qu'on aide, puis ça fait du bruit avec les roues, puis ici, puis ça. Ben, ça ne vient pas vraiment aider le développement à 100% de l'enfant. Puis encore pire, quand on a le fameux jouet là, qu'on est comme dans une espèce de... un petit rond là, avec plein de choses autour de toi. Oui, puis là, on saute de même, puis on est tellement limité. Ben, je dis on, là, ben, les enfants, les bébés sont tellement limités au mouvement qu'ils ne peuvent pas se développer à un développement moteur idéal. T'sais. L'idéal, ce serait vraiment qu'on fait une petite barrière, un petit enclos, là, on le laisse jouer là-dedans avec des balles, puis que là, il commence à ramper, marcher, toucher. Parce que j'ai dit au début, système tactile, proprioceptif, puis vestibulaire. C'est les 3 systèmes de base. Fait que, si tu lui donnes la chance de pouvoir expérimenter puis de développer lui-même, ben, le corps humain est fait qu'on est supposé le faire normalement. T'sais. Puis souvent, comme j'ai souvent entendu que, tu pourrais me corriger si j'ai tort, là, mais que c'est idéal de laisser ton enfant courir, mettons, plus dans le gazon sur ton terrain, nu-pied, quand il est jeune, plus. Puis tu sais, comme si tu as la chance de plus t'entraîner nu-pied, puis vraiment avoir le contact direct pied-sol, ce serait vraiment l'idéal. Puis laisser tes enfants vraiment marcher nu-pied souvent, surtout quand ils sont jeunes, pour justement développer ce côté-là. Oui, ben, pour elle, 100%. Ça, je suis plus que 100% même d'accord avec tout ça. Je vais enlever mes souliers là, juste pour le montrer. Moi, les souliers que j'utilise quotidiennement pour m'entraîner, c'est eux. C'est des Innov 8. Okay. Bon, on peut voir la semelle, c'est très minime. Puis si je décide, ben, je le roule comme je veux. Là. Il ne peut pas avoir rien plus souple que ça. Là. C'est quasiment des souliers d'eau. Là. C'est rendu là, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, on commence à être magané un peu. Là, mais c'est ça. Fait que, c'est des souliers de même, ça serait vraiment ce que je recommanderais. C'est sûr qu'après ça prend quand même une adaptation parce que si on passe de des semelles à des souliers comme ça, des fois, ça peut peut-être causer des douleurs aux pieds ou parce que l'impact va être un peu plus grand. C'est sûr que je ne recommanderais pas ça à personne pour courir tout de suite. Là. OK, là, tu changes tes souliers, tu cours, paf! Là, ça va tout casser. Mais c'est ça. Fait que, ça serait des souliers même qui donnent le plus de degré de liberté et le plus de sensibilité possible, soit aux enfants, mais aussi à nous, les adultes. Les ados aussi, je les ai oubliés. Mais... Puis, par exemple, dans le fond, pour les pays qui sont plus industrialisés aussi, le travail à la chaîne, les travails qui sont debout, les gens ont des souliers, des capes d'acier, des affaires comme ça. Tu as toujours des semelles. Tu travailles sur le ciment. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur ta posture? Rendu à un certain âge, c'est acquis, tu peux pas vraiment... Non, c'est ça. Ça peut tout le temps se régler. Ça peut tout le temps changer. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient complètement au stade de l'enfance. Puis c'est pas rare que des fois, je fais ramper, je fais marcher à 4 pattes des clients. Parce que, puis je le fais, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pas capables. Ouais. Mais quand ils y repensent, ben là, c'est vrai, ma mère m'avait dit qu'il y avait tout le temps une jambe qui boitait, qui traînait en arrière quand j'essayais de ramper. Elle ballottait, là, puis elle faisait absolument rien. Ben, tu sais, le problème, on commence à le savoir que ça vient de là. Mais c'est ça, tu sais, puis oui, ça peut avoir un impact, les semelles, des capes d'acier, mais à un moment donné, je veux dire, on ne se mettra pas non plus vulnérable à peut-être se casser un pied, s'échapper de quoi. C'est sûr que j'imagine qu'il doit y avoir des souliers avec des semelles un peu plus
un peu moins épaisse, mais avec un cap d'acier quand même. Alors ça, il y a moyen de soit développer des trucs, mais c'est ça. C'est sûr que ça a un impact, mais peu importe l'âge, généralement, peu importe la condition, c'est sûr que des fois, il y a des trucs plus extrêmes, mais tout peut se régler, tout peut se corriger. Puis, si je termine justement sur une des causes du développement des déséquilibres musculaires et industrialisés, ben, les fameux téléphones là, à cette heure, c'est pas rare qu'on voit des jeunes de 1 an, 2 ans downloader des applications et être capable d'utiliser ça à ces âges-là, mais ils ne sont pas capables de ramper, ils ne sont pas capables de faire de marcher encore ou de courir théoriquement qu'ils sont supposés le faire. Donc, il ne faut pas oublier qu'on développe tout le temps la motricité, en tout cas, on est supposé développer la motricité globale avant la motricité fine. Fait que, plus normalement, on développe plus vers le centre du corps, vers l'extérieur. Donc, à un moment donné, tout ce qui est fin, ça se développe plus sur le tard, plus après. Mais là, ce qui se passe un peu, c'est comme un peu l'inverse. Ils sautent des stades, puis c'est tout de suite le téléphone dans les mains, puis c'est rendu qu'ils sont capables de cliquer à la bonne place, puis downloader, puis comprendre. Puis... Fait que, ça aussi, ça met un autre des problèmes, disons, des pays industrialisés. C'est de plus en plus comme ça. Fait que ça, éventuellement, ça peut causer justement des déséquilibres posturaux puis moteurs, puis que ces déséquilibres-là, ben, c'est la base de tout. Fait que on ne pourrait jamais performer autant si on veut faire un sport. Alors ça, si on travaille à un bureau puis on est déjà déséquilibré debout, bien assis, ça va être encore la même chose, puis ça ne sera pas l'idéal. Si on travaille debout, ben, normalement, on n'est pas supposé avoir des inconforts quand on est debout une journée de temps. Ouais. Normalement, on est supposé être correct. Le corps est censé être fait pour être de même. Mais c'est très fréquent que le monde va se plaindre ou qu'ils vont dire « Ah, OK, moi, quand je reste debout une demi-heure, là, ça fait mal, le change de jambe, m'envoie sur une autre jambe. » Puis, j'ai mal dans le dos. C'est ça. C'est fréquent, ça arrive très souvent, mais c'est pas normal. Ouais. Donc, puis on est dans une société que quand c'est fréquent, ça arrive souvent, ben, ça devient comme la nouvelle normalité. Donc, c'est ça. Fait que, c'est pas normal, mais c'est des choses qui arrivent. Fait que, pour revenir un peu, oui, ça se règle. Il faut travailler sur les systèmes qui n'ont pas été bien acquis, puis travailler dessus. C'est sûr qu'après ça, aller voir un posturologue, disons que la formation est là pour de quoi, mais c'est sûr que ça va grandement aider. Puis, un fun fact par rapport à ça, moi, à ma deuxième année kin environ, quand j'ai changé de maître de stage, puis tout ça, où est-ce que je suis allé? Je suis allé voir Gabriel Roy-Lehoux, qui est extraordinaire, qui est kinésiologue, posturologue. Je pense qu'il n'est pas naturopathe, mais en tout cas, il y a beaucoup de formations en nutrition et tout. Fait que, un peu dans le même style que moi, disons, il spécialise aussi en entraînement hockey, il aime ça, il tripe, performance. Puis, c'est pour ça un peu que je suis allé voir pour mes stages. Logique. Donc, lui, puis il travaille en grande majorité du temps aussi avec un de ses très bons amis qui est le formateur de posturologie ici maintenant au Québec, donc Matt Boulay. Puis, il a demandé à Matt de me faire une évaluation en posturo. Puis, je ne me rappelle plus mes chiffres exactement là, au squat. Là, exemple, je pense que c'est 4 ans environ. Ça ressemblait à quelque chose comme 3 plates, mettons, 3 plates, quelque chose. Puis je commençais à m'entraîner dans ce temps-là pas mal plus. Fait que, mettons, on va dire 3 plates, rendre un chiffron. Là. Mais il m'évalue en posture, puis il me dit tout de suite, OK, ben regarde, on va faire un warm-up. Au début de l'évaluation, on fait un warm-up. Fais ton squat, on va tester ton ARM. Fait que, let's go. On teste le ARM. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'après ça, on fait l'évaluation de la posture puis tout ça. Puis moi, j'avais un shift à gauche dans mon squat. Je descendais, puis j'allais à gauche. Puis ça faisait longtemps que j'essayais d'aller voir des physios, des chiro, ostéo, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Il me disait « Hey, tire-toi, c'est ça qui est tendu, ci, ça. » Puis là, il essayait de me ramancher, puis il me donnait des exercices, puis rien à faire. Pantoute, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, on va voir Matt, puis il fait l'évaluation. À la fin de l'évaluation, on réessaye le ARM. Plus de chiffres dans mon squat. Drette comme une horloge, comme une barre. J'augmente de 20 livres. Oh, c'est fou, sur mon squat. Puis vous êtes entraîneur, vous savez qu'augmenter sur un ARM, fait que ta charge maximale, 20 livres, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre du temps. Ouais, c'est ça. Ça a pris 1 heure, 2 heures, 15 minutes. Et là, ouais,
15 minutes. En Parce réglant que, ça a tout changé. puis juste le fait d'être réglé, puis d'être équilibré, ben, puis je veux dire, c'est normal, parce que si j'avais un shift, j'avais tout le temps du poids plus sur une jambe, l'autre jambe, elle ne pouvait pas développer la même force, la même puissance, ben, ça faisait qu'à un moment donné, il fallait que je compense mon dos, puis ci, puis ça. Puis là, ben, c'est drôle, quand tout est droit, ben, tout peut pousser en même temps, en même puissance, en même force, puis let's go. Fait que ça a augmenté sur mon squat directement 20 livres, paf. Fait que c'est là que j'ai dit, bon, ben, OK, faut que je fasse ça moi aussi, parce que c'est un game changer, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça me causait ça me causait des problèmes dans le genou, dans la hanche, dans le dos, parce qu'il y a tout le temps déséquilibré, tout le temps plus de tension d'un bord que de l'autre. Puis là, ben, tu vois, depuis, tout est réglé, tout est merveilleux. Puis pour rajouter là-dessus, là, un autre fun fact, là, récemment, ça arrive il y a 2 semaines, je jouais au kickball avec un groupe de sport-études que j'ai. Puis, je joue au kickball, puis j'arrive, puis je botte. Il fallait que je fasse un beau botté pour gagner la game, en tout cas, toute l'histoire. Fait que le côté compétitif en bas, mais j'avais pas mes semelles, puis j'avais pas mes souliers. Parce qu'en posture, on a des semelles posturales, qui dans le fond, eux, c'est pas une semelle, là, c'est bien, bien flat. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a une petite pastille, c'est un biorésonateur fréquentiel qui envoie la bonne onde dans nos pieds. Tu sais, tantôt, au début, je parlais des ondes, 80 Hz. C'est de ça que ça fait. Ça envoie la bonne onde pour aller envoyer au cerveau la bonne information puis corriger le corps. Donc, je n'avais pas mes souliers minimalistes. J'avais des souliers, j'avais mes Nike. Je ne sais même pas pourquoi j'avais ça. En tout cas, rien contre Nike. Mais j'avais ces souliers-là. Je n'avais pas mes semelles. Je botte. Puis, je pars à courir. Puis, paf, je me pète. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je n'ai pas été consulté, voir, là, mais je soupçonne que j'ai des déchirures ligamentaires. Là. Le pied est devenu rouge, mauve. C'était pas beau. Puis là, ça fait 2 semaines, puis il est encore pas super. Mais la journée que je n'avais pas mes trucs, c'est arrivé. Fait que, drôle de coïncidence, mais c'est une coïncidence finalement. Ouais, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que c'est important d'avoir un corps équilibré. Là. Ouais. Puis que ça se règle. Il n'y a rien qui ne peut pas se régler. C'est sûr qu'après ça, on ne peut pas se dire j'espère qu'en 1 mois, ça va être réglé. On essaie de battre 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans de vie, de debout, qu'on a programmé un système en 1 mois. T'sais, généralement, ça prend 1 an de bon suivi. Puis là, ça se règle. Mais ça peut être long, mais comme tu as vu que toi, en une séance, tu as déjà amélioré ton squat, tu peux avoir des bénéfices qui viennent très vite, mais pour que ce soit acquis et que vraiment là, tu sois guéri, on va dire en parenthèse. Ça peut prendre du temps, mais tu as quand même des bénéfices que tu vas voir assez vite, je pense. Ben, c'est sûr que côté performance, c'est un game changer. On a des tests là, on teste la rotation cervicale. Puis ce que je vois souvent, c'est quand il y a des déséquilibres des pieds et des yeux. On a de la difficulté d'un côté plus que de l'autre d'aller chercher la rotation cervicale. Puis, disons, on va prendre l'exemple du hockey, je me spécialise là-dedans. On va chercher une rondelle dans le fond de la zone, peu importe, mais on fait un shoulder check pour regarder, OK, j'ai-tu des partners, j'ai-tu quelqu'un qui vient, un adversaire? Puis là, tu check, mais si tu as un blocage, ben, tu ne peux pas aller vraiment faire ta rotation comme il faut, puis aller capter l'information rapidement, puis de la traiter comme il faut. Fait que là, ça fait que ça permet, puis tu sais, drôlement, j'avais une évaluation en posturo ce matin, puis c'est justement ça qu'on a vu. Aussitôt qu'on a mis les semelles, puis qu'on a corrigé les yeux, il y avait de la difficulté à voir jusqu'à ma tête, puis boum, tout de suite, en corrigeant les pieds, les yeux, tout de suite, est allé chercher tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Fait que c'est important dans la vie en général parce que des fois, ça va causer des fameuses tensions, des douleurs. Tu sais, les gens qui vont travailler à l'ordi, surtout là, avec les travaux, le travail à la maison, le télétravail. Fait que, tu sais, les gens qui travaillent debout principalement, tu sais, c'est pas normal qu'ils sont tout le temps pétés, ils ont tout le temps mal, qu'ils ont tout le temps des inconforts. Ça peut aller jusqu'à des maux de tête quand on travaille assis. Ça peut aller loin. Fait que c'est sûr que côté performance, c'est un no-brainer. Là, il faut régler ça. Puis il faut être drette pour utiliser le terme québécois. Mais ça se règle.
il faut juste le travailler et s'entourer des bonnes personnes. Puis pour les personnes qui veulent juste améliorer leur santé en général, là, leur joie de vivre, là, ben, ça aussi, c'est la base de tout parce que ça crée des déséquilibres, ça va créer des compressions à certains endroits versus d'autres. Les récupérations ils vont faire beaucoup moins bien. Puis pour nommer juste ces petits problèmes-là, là, que c'est des problèmes qu'on voit souvent, ben c'est important. Ouais. Puis j'avais une question pour toi, mettons, là, dont tu as parlé un peu plus, tu sais que dans le fond, les déséquilibres viendraient vraiment de l'enfance puis du développement comme 0 à 1 an, tu sais, les débuts de ça. Est-ce que tu penses que le fait que les enfants sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus accès facilement à la technologie puis qui vont plus aller développer ce côté-là avant vraiment de développer justement de ramper, marcher à 4 pattes, est-ce que tu penses que ça peut vraiment nuire au déséquilibre des enfants, mettons, de là versus des enfants qui ont ton âge, plus de ta génération, mettons? C'est sûr que ça a un impact. Puis, bon, je n'embarquerai pas dans ces histoires-là. C'est sûr, ça, je vais me faire ramasser, là, mais des problèmes comportementaux, des trucs du genre, là, on en voit de plus en plus. Bon, y a-t-il un lien? Y a-t-il pas de lien? Là, on parle pour parler, là, mais en tout cas, ça s'en va dans le même sens, les deux courbes. Là, fait que, il y a des questions à se poser là-dessus, mais c'est sûr que c'est ça. Côté développement, là, il y a des différences. J'entraîne beaucoup de joueurs, là, principalement de hockey, puis des sports-études de hockey, que bon, j'avais leur âge avant. Là, eux, c'est un peu la nouvelle génération. J'entraîne de 12 à généralement 16, 18 ans. J'en ai des plus vieux, mais dans cette tranche d'âge-là, j'essaie de revenir en arrière comment est-ce que moi j'étais à ce moment-là. Puis là, c'est rien de méchant, mais quand le fameux terme, mettons, moron moteur, là, que quelqu'un est prêt de faire de quoi parce que la motricité n'est pas là, quelqu'un de gaffeux, quelqu'un de. Ben, j'en vois. En tout cas, je ne sais pas si à cause maintenant j'ai un œil plus externe ou non, là, mais c'est flagrant là, ce qu'on voit versus qu'est-ce que moi, les personnes de mon âge, notre âge, étaient avant. Accès à ce genre de technologie-là, on n'essaie pas de dans les mains. Ben non, moi, j'ai eu mon premier téléphone, là, c'était toute qu'une histoire, là, puis il a fallu que je supplie mes parents pour avoir ça en secondaire 1 ou 2 même. À cette heure, ils sont rendus en 4e année, puis ils ont tout l'iPhone 12, puis let's go. Puis sinon, ben, ils l'ont à 1 an, celui de leurs parents dans les mains, ou l'iPad, puis ces affaires-là. Fait que c'est sûr que ça a un impact, tant pour la motricité générale du corps humain, mais aussi qu'est-ce qui est performance. Je vois beaucoup de joueurs, eux qui viennent en privé avec moi, non, parce que je les entraîne comme il faut, mais dans des sports-études, j'ai moins accès un peu à pouvoir travailler individuellement, puis là, je vois beaucoup plus de trucs. C'est pas rare de voir des personnes de 14-15 ans, des joueurs qui sont pas capables de faire un push-up comme il faut. Là. Pourtant, on s'entend qu'à 14-15 ans, peu importe que tu t'es entraîné ou non, là, généralement, on serait supposé être capable d'au moins, quand on se le fait expliquer 2, 3, 4, 5 fois, d'être capable de descendre comme il faut, puis descendre jusqu'en bas, puis être capable de repousser. T'sais. Au moins une fois. En tout cas. Donc, surtout quand tu es sportif, tu joues au hockey, généralement, on s'entend que ce monde-là sont supposés le faire, mais là, c'est pas rare que je vois ça, puis que c'est tout croche, c'est pas l'idéal. Donc oui, je vois quand même une bonne différence là, entre nous, exemple, puis les personnes, les nouvelles générations qui arrivent. Ça va être intéressant, peut-être. Ouais. Intéressant, mais pas plaisant, disons, à voir. Mais... non, mais ça peut allumer un parent de dire bon, je vais peut-être faire moins jouer avec son téléphone, va ramper ou va courir dehors, faire juste jouer avec un ballon dehors. Il n'y en a plus d'enfants qui font ça. Non. Oh, non. Puis, exemple, dans ton approche pour aider une personne comme ça, là, est-ce que, je sais qu'on a parlé beaucoup de la posturo, que tu vas faire, vas-tu être vraiment plus des séances juste de posturo ou tu pourrais incorporer ça, des exercices dans un plan d'entraînement qui vont aider justement la personne à s'améliorer?
Oui, ben dans le fond, de la façon que je fonctionne, c'est sûr que, tu sais, étant je porte plusieurs chapeaux, fait que, j'ai plusieurs offres de services différents. C'est pas tout le monde qui va vouloir embarquer dans la posturo, puis de pousser ça, parce que bon, des fois, ils ne croient pas, des fois, ils voient, mais ils ne veulent pas investir là-dedans. Puis là, toutes les raisons sont bonnes, sont pas bonnes, mais libre aux clients, aux personnes de choisir leur avenue. Reste que peu importe ce qu'ils vont choisir, c'est sûr que, bon, principalement, j'ai pas mal plus de l'entraînement, de la préparation physique que j'ai. C'est sûr et certain que mon choix d'exercice, le choix de mes répétitions, le choix de mes méthodes, le choix de mon warm-up, tout est pensé avec un background quand même posturaux. Fait que oui, je vais travailler les 3 systèmes de base que je peux faire très facilement en entraînement. Je ne suis pas obligé d'aller axer sur la posturo pour faire ça. Mais c'est sûr que combiner les deux, il y a beaucoup plus de résultats qui se fait. Parce que posturo, généralement, oui, on va faire les exercices qui vont travailler les systèmes de base, tactile, proprioceptif et vestibulaire, puis on va monter dans cette pyramide-là. Mais on va toucher aux capteurs de la posturo et qui règlent tout ça, donc les yeux, les pieds, puis d'autres capteurs aussi pour améliorer tout ça. Tandis que quand j'ai plus le chapeau, disons, entraînement, je vais toucher à la pyramide, la fameuse pyramide, mais je ne toucherai pas nécessairement tout le temps, je ne toucherai pas aux yeux et aux pieds, mettons. Moi, juste vraiment me focusser sur les systèmes du système nerveux central. Ça va prendre plus de temps à acquérir, à s'intégrer. Ça va se faire quand même. Des fois, il y a des situations qu'on n'a vraiment pas le choix, qu'on doit aller posturo. Mais c'est sûr que je vais tout le temps recommander les deux en même temps. C'est ce qui donne le best. Mais tu sais, côté plus entraînement, là, quelqu'un qui va avoir de la difficulté à faire un squat, il va tout le temps prioriser faire des split squats avant. En fait, une règle générale, là, même si les gens ils me disent que ça fait 4 ans qu'ils s'entraînent puis ils viennent me voir, je starte avec des split squats, le pied avant surélevé, je vais aller voir la mobilité de la cheville, puis je vais travailler là-dessus, puis en plus après ça, je vais descendre le pied flat, je vais aller chercher une mobilité plus grande, puis je vais continuer comme ça, puis à un moment donné, ça va finir sur du bilatéral. Fait que je vais tout le temps prioriser souvent le unilatéral avant le bilatéral pour pas mal toutes ces raisons-là. Parce que comment est-ce qu'on veut pousser, exemple, on va prendre l'exemple de mon squat. Si je ne suis pas équilibré, là, j'ai bien beau vouloir pousser, là, mais je risque de me péter plus que d'autres choses. Fait que si je vais travailler split squat d'un bord, l'autre bord, là, ça donne déjà au moins une plus grande chance. Si je vais chercher de la mobilité et non de la flexibilité, ça c'est un terme aussi que je vais tout à fait plus prioriser mobilité que flexibilité. Mais si je vais chercher de la mobilité dans mes mouvements en unilatéral, je vais être capable de le transférer en bilatéral. Donc c'est sûr que les choix de mouvement vont tout le temps avoir un choix logique derrière, puis une progression dans ça. Donc c'est la même chose, que ce soit mouvement, que ce soit tempo, que ce soit peu importe quoi. Là, principalement unilatéral avant bilatéral, que ce soit pour de la population générale ou de la performance. Souvent, je vais voir, souvent, ça m'arrive, là, vu que je travaille avec des adolescents, des jeunes. Je deal aussi avec les parents. Souvent, les parents vont me dire: « Ah, mais pourquoi tu ne fais pas faire ça, des sauts, des ci? » J'ai vu ça sur Instagram, là, le gars, il faisait un squat sur un bossu, puis sur un ballon suisse à une jambe, la barre sur la tête, overhead, puis let's go. Là, pourquoi je ne fais pas ça? De un, peut-être que lui, il est rendu à faire l'étape du cirque dans sa carrière. De un, mais de deux, ton gars, il est même prêt d'atterrir sur 2 pieds. Ah non, c'est ça, avant de faire des affaires de la coordination, puis de mettre... C'est ça. Fait, avant d'être capable d'atterrir à 2 pieds, il faut être capable d'atterrir sur une jambe, puis à une certaine hauteur, par ça, tu t'augmentes, puis... Fait, c'est ça. Ça prend beaucoup de coordination, beaucoup d'équilibre, beaucoup de... Fait, tout ça, ça se développe. Puis, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les meilleurs entraîneurs, les meilleurs professionnels vont tout le temps être avec les meilleurs en haut. Ouais. Que normalement, ils devraient être avec eux en bas pour les développer. C'est beaucoup plus facile de prendre quelqu'un qui n'a pas de base puis de le faire comme il faut, puis ensuite de ça, quand il y a tout comme il faut, peu importe qui va l'entraîner en haut. Là. Oui, il va avoir un impact, là, mais il va être capable de s'en sortir. Versus. Faire un vrai
squat versus un débutant qui est avec un entraîneur très, très débutant puis qui ne connaît aucunement tout ce qui est déséquilibre, mobilité, il n'y a aucun Exactement. Puis, tu sais, un squat avec 2 plates, il va dire go, descend. Puis ça, c'est une autre affaire, là, c'est quand j'ai vu ça il y a 2 ans, quelque chose du genre. Là, c'est une vidéo des Canadiens de Montréal qui ont sorti. Puis c'était un peu comme pendant le camp, ils montraient l'entraînement, des tests, des si que les joueurs faisaient avec les professionnels. Puis à un moment donné, j'en ai pas vu c'était dos, c'était qui, mais il faisait un squat. Puis, drôlement, bon, il n'est pas capable d'aller chercher l'horizontal dans son squat. Puis, en montant, les 2 genoux rentrent par en dedans. Tu sais, le gars, il est rendu joueur, il est rendu NHL, il est rendu le plus haut qu'il ne peut pas aller. Puis, il n'est même pas capable. Il n'est pas capable. Puis, tu sais, c'était pas la grosse charge du siècle. Là. Il n'y avait même pas une plate là, sur le dos. Là. Puis, c'est ça que ça donnait. Fait que, je me dis, rendu là, il y a un problème à quelque part là, dans son développement, il y a un problème à quelque part. Est-ce qu'il s'est vraiment fait mal entraîné? Est-ce que aller chercher le potentiel, le plein potentiel, le développement optimal, ben, tout part de la base. Mm-hmm. C'est clair. Puis, ouais, ça, mais je pense que ça fait pas mal le tour sur notre sujet aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Je sais pas si tu avais d'autres choses à apporter. Ben, moi, j'avais une affaire, là. Ben, souvent, tu sais, mettons, tu fais une évaluation initiale avec un client, plus en musculation, là, je parle. Ben, souvent, tu vas voir tout ce qui est back chain, fait que lats, fessier, ischio complètement désactivé. Ben, souvent, c'est des gens qui, même s'ils travaillent au gym, ils travaillent même pas comme il faut parce que, quelque raison que ce soit, ils ont pas, c'est un gros déséquilibre musculaire. Est-ce qu'il y a des blessures qui peuvent s'encourir de ça, justement, si tu t'entraînes en musculation puis ton ischio est complètement désactivé? Tu l'entraînes quand même, mais, tu sais, y a-tu comme... Ouais, ben, tu sais, poser la question, c'est un peu d'y répondre. Ou est-ce que si ton ischio est désactivé, ben, c'est parce qu'il y a une connexion qui ne se fait pas bien, puis la connexion est du système nerveux. Donc, ça, on le voit en posturo, dans les évaluations, dans les progressions, dans les choix d'exercice de posturo, mais aussi, tu sais, Matt Boulay, lui, il y a un institut qui s'appelle Institut IP, qu'on n'est pas obligé d'être posturologue pour aller faire ça, puis que pour vrai, je recommande, là, c'est merveilleux. Dans le fond, c'est qu'on voit les stades du développement, puis la fameuse pyramide que je parle, on voit comment les tester, comment les progresser, comment les choix d'exercice, puis tout ça pour aller développer ça. Donc, oui, rendu à un certain stade, on teste les activations des muscles, surtout fessiers ischio. Puis, c'est simplement la connexion qui se fait moins bien. Puis, généralement, c'est con, mais ça peut se corriger dans un claquement de doigts très rapidement. Puis là, je dis corriger, mais c'est sur le spot quand on active le système qui est désactivé, qui fait désactiver le reste. Après ça, il faut le travailler pour qu'il reste tout le temps activé. Là. Mais c'est ça. Quand on parle de désactivation, c'est pas vraiment... Des fois, oui, on va manquer de force, puis c'est normal. Mais quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je sens pas ça quand que je fais ça », ben là, c'est ça. Il y a un problème qui provient de l'activation. Puis souvent, ben, c'est souvent les fessiers ou les ischios, il y en a un qui va être plus désactivé que l'autre. Puis là, ben là, c'est là que ça peut créer des débalancements encore pires, puis des problèmes dans les primers. Par exemple, quelqu'un qui a un ischio ou un glute qui s'active moins bien, ben, donne-en un deadlift, un Romanian deadlift, peu importe, ben, c'est là que ça va casser son affaire souvent parce que... Tu ne seras même pas capable de l'exécuter comme il faut, puis là, ben... Il va compenser avec... exact. Ou un glute bridge, ou peu importe, là, c'est ça. C'est là qu'on voit ça. Puis, tu sais, pour faire un petit retour sur votre spécialité, bodybuilding un peu plus, ben c'est sûr que, en bodybuilding, l'objectif, c'est d'être le plus... Bon, moi, je pense que c'est d'être le plus équilibré possible, d'être le plus symétrique entre les muscles, le gauche-droite, ces affaires-là, ben c'est un problème d'activation. Fini, bonsoir, c'est impossible. Impossible. Ça ne marche pas, là, on travaille dans le beurre. Fait que, tu sais, oui, il n'y a peut-être pas juste le côté nerveux qui est le problème, il y a peut-être d'autres trucs comme des traumatismes qu'il y a eu, c'est des trucs-là.
le corps est fait qui est multifactoriel, il y a plusieurs choses qui impactent. Peut-être que c'est juste le sommeil à la personne, c'est peut-être juste la nutrition. Puis là, on pourrait passer 4 heures à en parler. Les causes sont grandes. Mais reste que c'est ça. Si la base n'est pas là, ben beau faire n'importe quoi. C'est comme la pyramide de l'alimentation où est-ce que la base, tu as les macronutriments, ben, en haut, tu as les suppléments, mettons. Ben, c'est bien beau prendre n'importe quel supplément du monde, mais si tu manges tout le temps du Burger King et du McDo, là, ou que tes macros ne sont pas bien équilibrés, bien gérés, ben, just too bad, là, c'est fini, là, tu ne peux rien faire. Ouais. Exactement. C'est un peu la fameuse règle calories in, calories out. Reste que c'est pas des bonnes calories in, peu importe que tu sois en déficit calorique, à un moment donné, ça va finir par te rattraper. Ah oui, c'est clair. Tu vas manquer beaucoup de micronutriments aussi. C'est ça. Fait que tu sais, c'est tous des trucs, peu importe la sphère. Le système nerveux, que ça soit juste pour l'apprentissage, comme j'ai dit, là, c'est dans le top de la pyramide. Là. Si on n'est pas équilibré, on n'a pas développé tout bien nos patrons moteurs, le développement de nos systèmes, ben, tu peux pas aller loin. Là. Puis, tu sais, un bon exemple qui me vient à l'esprit, les médecins, bon, on s'entend que sont bons à l'école, ils sont capables d'apprendre, puis apprendre bien, ils apprennent vite. Puis, mettons, si on voit des chirurgiens, ben, il faut que ça soit sa coche, hein, la dextérité fine, puis le maniement du corps. Ben, c'est drôle, mais j'imagine que moi, si j'étais stress, ce serait bien rare que je trouverais des problèmes à quelque part. Sûrement. Il doit y avoir des exceptions, mais reste que la personne est bonne en dextérité fine, elle est bonne à l'école, elle apprend super bien, puis c'est drôle, ben c'est ça. C'est que le développement, c'est bien fait. Mais c'est ça, c'est tous des trucs comme ça. Puis après ça, oui, c'est plus côté entraînement. Là. Moi, j'adore tout ce qui est Stéphane Cazot, là, Kilo Strength Society. Je trippe, puis je ne jure quasiment que par ça. C'est sûr que je l'adapte des fois un peu plus à ma sauce et tout, mais reste que l'approche de tout le temps varier les angles, varier les grips, varier les largeurs, puis tout ça dans une logique qui se tient puis qui fait vraiment du sens, qui c'est pas juste pitcher à gauche et à droite. Moi, je travaille aussi de cette façon-là, puis j'amène un peu son approche pour ce qui est posturaux, qu'est-ce qui est développement moteur un peu aussi. Fait que non, c'est sûr que c'est ça. Tout est relié, tout est important, mais il faut être la base avant d'aller plus loin. Puis, exactement. Non, vraiment. C'est clair. Fait que, vraiment, merci pour la discussion d'aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Un peu de ça. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que même nous, on a appris des trucs, là, on n'est pas posturaux. Non, c'est clair. Fait que, c'est sûr que... si jamais vous voulez aller plus loin, d'autres concepts ou peu importe, là, ça me fait plaisir de revenir. Ah oui, certain. Fait que, où est-ce que les gens peuvent te suivre, Phil, si tu veux te contacter ou bien... Oui, tout ce qui est Facebook, Instagram, là, ma compagnie Perfo Elite, donc ils peuvent directement voir sur Facebook, Instagram, Perfo Elite. Sinon, mon site web, perfoelite.com. Puis, s'ils veulent, mon privé, c'est Philippe Roy _ Perfo Elite, seulement sur Instagram, celui-là. Pour l'instant, c'est plus free fall, là, mais je vais l'amener un peu plus entraînement, ces trucs-là. Mais vraiment plus Perfo Elite, seulement Instagram, puis Facebook. Puis, tu as un podcast aussi. Tu parles plus de hockey, justement. C'est quoi le nom? Oui, dans l'Enclave podcast, que je suis co-animateur avec Hugo Le Cavalier. Donc, vous avez eu récemment là, sur votre podcast. Mais ça, c'est un des deux que j'ai. Le deuxième, qui est aussi axé sur le hockey, qui s'appelle le plan de match iCoach Hockey Day. Celui-là, généralement, il se donne en live, puis en rediffusion sur YouTube et tout. Mais lui, on va... comment je peux dire ça? Dans l'Enclave podcast, un peu plus parler, donner des trucs aux jeunes, ces trucs-là, avec des peu importe les sphères, que ce soit préparation physique, posturologie, alimentation, nutrition, ainsi de suite. Mais l'autre, le plan de match, lui, c'est avec des professionnels. On a reçu Dominique Ducharme, qui est maintenant le coach du Canadien de Montréal. On a reçu André Tournier, qui est coach du Team Canada, qui est aussi coach des 67s d'Ottawa, je crois, dans
Ligue ontarienne de hockey. Donc, on a reçu des gros noms comme ça. On reçoit des joueurs NHL, des anciens joueurs juniors, on a reçu des anciens arbitres NHL qui donnent aussi des trucs pour les jeunes, mais aussi qui parlent de leur parcours et que tout est possible. C'est beaucoup plus inspirant, disons, celui-là. C'est sûr que c'est des gens qui sont intéressés par le hockey. C'est sûr que ça peut être des trucs qui le font à aller voir. Moi, c'est sûr que je vais aller voir. C'est hockey, mais aussi peu importe quel sport, il y a tout le temps des leçons d'en tirer. Là. C'est sûr que des fois ça. Ouais. C'est sûr que c'est tout le temps plus axé hockey, mais reste qu'il y a des concepts que c'est bon pour tout le monde. Non, c'est clair. Super. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. Puis, en tout cas, on va peut-être faire une prise 2 pour un podcast. Ça a super été inspirant aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Super. Merci.